À Versailles, la journée du roi était extrêmement codifiée et réglée à l'heure près. On prétendait que quel que soit l'endroit où l'on se trouvait, il suffisait de regarder la course du soleil pour savoir ce que faisait le souverain, lequel ordonnait sa vie selon les règles de l'étiquette. L'étiquette était l'ensemble des règles qu'il fallait respecter à la cour de Versailles. Cette sorte de code régissait aussi la vie privée du souverain, et donc les moments quotidiens du roi, tels le lever, les repas, le coucher, etc. Les courtisans devaient donc respecter ce code de bonne conduite en présence du souverain. Le roi Louis XIV était très préoccupé par son rang. Selon lui, son comportement et sa manière d'agir lui permettaient de mettre une distance entre sa personne et ses sujets. En 1700, la journée du roi Louis XIV s'organisait ainsi. À 8h30 le lever, à 10h la messe, à 11h le conseil, à 13h le dîner, à 15h la chasse ou la promenade, à 19h les soirées d'appartement ou autres divertissements, puis à 22h le souper, et enfin, à 23h, le coucher du roi. Chaque matin, à 8h30, le premier valet de chambre ouvrait les rideaux du lit royal et déclamait à son maître: Sire, voilà l'heure. Cette phrase, dite au monarque, qui ne dormait sans doute déjà plus, annonçait le début officiel de la journée. La mécanique était lancée. La première personne à se présenter était une femme, la seule autorisée pour cette cérémonie. Il s'agissait de la nourrice de Louis XIV, qui, jusqu'à la mort de celle-ci en 1688, venait l'embrasser. Le premier médecin et le premier chirurgien entraient ensuite pour contrôler la santé de leur auguste patient. Lorsqu'ils se retiraient, le petit lever commençait vraiment avec son défilé, qui, tel un ballet obéissant à une hiérarchie précise, se déroulait dans une succession de vagues déterminées par le rang de chacun. Arrivaient d'abord les personnes les plus distinguées de la cour, ceux qui l'étaient par la naissance, comme les enfants du roi, ainsi que les domestiques du souverain, comme le premier valet de chambre. Lors de ce petit lever, le roi était toujours dans son lit, et les domestiques s'affairaient autour de lui. Le roi se lavait les mains, puis on lui tendait de l'eau bénite, et le roi, très chrétien, récitait une première prière. Cette toilette sommaire ne devait pas donner l'idée d'un manque d'hygiène à la cour. La cour n'était pas le lieu rempli d'immondices que l'histoire a gardé en mémoire. Chaque appartement disposait de sa propre chaise percée. Par ailleurs, des latrines publiques avaient été mises en place dès le règne de Louis XIII et s'étaient multipliées sous le règne de Louis XIV. La question du bain était donc importante. Mais à cette époque, l'eau inquiétait les médecins qui savaient qu'elle ne pouvait être totalement propre. On pensait que l'eau s'infiltrait dans les organes pour les corrompre. L'immersion ne se pratiquait donc que dans un but médical, en traitement préventif. Ainsi, pour la toilette, la plupart du temps, le roi se faisait frotter avec des linges humidifiés à l'alcool ou à l'eau tiède. C'est après ces deuxièmes entrées que commençait véritablement l'habillement du roi et qu'on le coiffait d'une perruque courte. Le monarque demandait alors sa chambre, autrement dit l'ensemble de ses proches domestiques. Enfin, tout le reste de la noblesse était invité à voir le roi s'habiller complètement. C'était le moment du phénomène que l'on nommait la presse. Une foule de plus d'une centaine de personnes se massait alors dans la chambre du roi. Immédiatement après les audiences qu'il avait pu donner dans son cabinet à 9h30, le roi se rendait à l'office à la chapelle à 10h. Tous les courtisans, c'est-à-dire toutes les personnes logées au château, étaient tenus d'assister à la messe. Il y en avait plusieurs par jour, mais la plus importante était évidemment cette dernière. Installé à la tribune royale, au premier étage et de plein pied avec son appartement, le souverain assistait à la cérémonie. L'écrivain La Bruyère,
qui fréquentait la cour de Versailles, a décrit avec malice la scène de la messe du roi, en expliquant que les courtisans n'avaient d'attention que pour Louis XIV, ceux-là ne regardaient Dieu qu'à travers les yeux du roi. Le conseil du roi se tenait à 11 heures dans la salle qui jouxtait immédiatement la chambre du roi. Seule la grande politique était traitée dans cet espace, d'où le nom de conseil d'en haut, pour le différencier des autres conseils qui se tenaient dans les ailes des ministres dans le château. Au sein de ce conseil se traitaient les principales affaires du royaume. Il se tenait les lundis tous les 15 jours, les mercredis, les jeudis et les dimanches. Le roi apparaissait en France comme le seul détenteur du pouvoir exécutif, mais en réalité il s'appuyait sur les conseils de ses ministres. Chaque ministre s'entretenait régulièrement et individuellement avec le roi. Les secrétaires d'État, créés par Henri II en 1547, étaient devenus, sous le règne de Louis XIV, les principaux acteurs du gouvernement. Il y avait 4 secrétaires d'État qui se partageaient les affaires du royaume. Le secrétaire d'État à la guerre, celui de la maison du roi, celui des affaires étrangères et enfin celui des affaires de la religion prétendue réformée ou la RPR, c'est-à-dire le protestantisme. Les secrétaires d'État connaissaient parfaitement les rouages du gouvernement. Ils étaient tous issus du monde parlementaire, autrement dit des cours de justice de Paris et de province. À Versailles, le roi mangeait toujours en public, aussi bien à son dîner, notre déjeuner, qu'à son souper, notre dîner. Louis XIV dînait seul, sans la famille royale, mais toujours en public et dans sa chambre. Ce dîner était aussi appelé le petit couvert. Au souper, qu'on appelait le grand couvert, le cercle étroit de la famille royale était invité, et bien sûr le public des courtisans. L'ordre était donné pour le début du repas par l'huissier de la salle qui frappait de sa baguette la salle des gardes du roi en annonçant « Messieurs, à la viande du roi !» Puis, il se rendait à l'office où se mettait en route un important cortège. Les officiers portaient le cortège de la viande du roi à couvert. Ils devaient se frayer un chemin au milieu de la foule. Cette foule se pressait en effet pour voir manger le roi. L'ensemble des assistants se tenait debout, à l'exception de quelques dames titrées qui avaient le droit à un tabouret pliant. Lors de ces repas du soir, le menu était somptueux. Défilaient en effet sur la table les 5 services, autrement dit les 5 plats, fort copieux. Le roi était connu pour sa gourmandise, et lorsqu'il aimait quelque chose, les petits pois par exemple, il n'était pas rare qu'il en mange jusqu'à l'overdose. Comme son père et son grand-père, Louis XIV était passionné par la chasse, et sa pratique notamment dans le domaine de Versailles qu'il avait spécialement agrandi pour cette passion. La passion de Louis XIV pour la chasse était si grande que parfois il se laissait aller à supprimer le conseil parce que la journée était si belle et qu'il voulait en profiter pleinement. Le souverain se rendait au moins 3 fois par semaine à la chasse, avec le billard plus tard. Ce loisir était la distraction favorite du grand roi. C'est avec l'installation définitive de la cour à Versailles, en 1682, que se sont institutionnalisées les soirées d'appartement. Ces soirées se tenaient du début octobre jusqu'à Pâques, et les courtisans logés au château pouvaient y participer. Les divertissements qu'on y pratiquait, comme des jeux de société, le billard, étaient un véritable moment privilégié entre le souverain et les courtisans. Cette pratique était d'autant plus appréciée que les personnes présentes avaient été soigneusement sélectionnées, tout comme les individus qui assistaient au lever et au coucher du roi. Vers 23h30, le coucher du roi s'opérait de la même manière que le lever, mais en sens inverse. La chambre du roi était envahie par une foule dès le début du cérémonial. Louis XIV appréciait ces moments, car il aimait voir sa noblesse se presser pour l'admirer. Louis XIV gagnait d'abord l'alcôve de son lit pour y faire une prière. Il faisait déjà nuit, et il était éclairé par un aumônier qui tenait un bougeoir. Ce cérémonial du bougeoir figurait parmi les grandes distinctions de la cour. Quel était le sens de cette scène ?
Alors que l'on revêtait publiquement le roi de ses habits de nuit, il convenait d'éclairer la scène. L'aumônier redonnait son bougeoir au premier valet de chambre qui le conservait consciencieusement. Puis, l'assistant s'attendait. Le grand chambellan, ou le premier gentilhomme de la chambre, demandait alors discrètement au roi à qui il faisait l'honneur de confier le bougeoir. Chaque soir, le roi distinguait ainsi un prince, un grand seigneur, un ambassadeur étranger ou toute autre personne qu'il souhaitait honorer. Informé du choix du monarque, le premier valet de chambre donnait le bougeoir à l'heureux élu. Comme les autres courtisans, celui qui avait été choisi par le roi en dernier pour le bougeoir se trouvait à l'extérieur des balustres du lit. On appelait balustres les barrières qui entouraient le lit et qui délimitaient un espace sacré. Il pénétrait alors à l'intérieur de cet espace et tenait le bougeoir durant tout le grand coucher du roi. De cette façon, il était autorisé à pénétrer dans cet espace sacré, interdit d'habitude, et c'est de cette façon dont il était honoré par le roi. Enfin, la chambre se vidait progressivement pour ne plus laisser que les intimes du roi. Les huissiers faisaient place nette en déclamant ⁇ Allons, messieurs, passez !⁇ Louis XIV, après avoir donné ses instructions pour le lendemain, se couchait alors. Il était désormais seul avec son premier valet de chambre à qui l'on avait préparé son lit de veille. Ce serviteur fermait alors les verrous de la chambre de l'intérieur et se couchait au pied du lit du roi. Ainsi s'achevait vers minuit une journée ordinaire du grand roi Louis XIV.